Afin de le lancer, je laisse la parole tout de suite à mon directeur, Pierre-Marie Lasblé. Merci Marie-Laure. Ô glorieuse incertitude de la technique, vous ne me voyez pas aujourd'hui pour des raisons qui nous échappent, mais pourtant je suis bien là avec vous et je suis vraiment ravi d'ouvrir ce nouveau webinaire de ETH grâce à notre partenariat avec la mutuelle Quorum. Et puis un nouveau partenaire nous rejoint aujourd'hui puisqu'on a autour de cette table l'Opco Santé que j'accueille avec beaucoup de plaisir pour ce webinaire et en particulier sa délégation Île-de-France, avec laquelle OETH travaille depuis quelques mois autour de coopérations qui sont, ma foi, tout à fait fructueuses. Alors, j'en suis au remerciement, donc j'en profite et j'en profite pour saluer l'association CESAP, qui est adhérente de l'accord OETH, et qui va venir par la voix de sa référente handicap, Sophie Corouble, partager avec nous son expérience. Alors, on aborde la thématique du jour, les référents handicap. Dans quelques jours, à moins que ce soit même peut-être dans quelques heures, l'arrêté d'agrément du nouvel accord OETH pour la période 2020-2022 sera signé par le ministère du Travail. C'est vraiment une affaire d'heures. C'est donc une nouvelle phase qui va s'ouvrir pour l'accord autour d'orientations fortes, j'espère, en tout cas, autour de l'inclusion dans l'emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés dans notre secteur sanitaire et social. Cet accord, il énonce dans son article 2 un principe qui est à la fois très simple, mais pour autant très ambitieux. Il dit, je vais le citer, la capacité des entreprises du secteur à accueillir et à maintenir en emploi les travailleurs handicapés est conditionnée à l'émergence d'une réelle volonté politique, à la mobilisation de tous les acteurs de l'entreprise et à la mise en place effective d'une organisation opérationnelle. Si je résume et que je reformule, pour que ça marche, il faut un engagement, une volonté politique, mais aussi deux, une organisation claire et efficace. Alors cette organisation, elle repose en bonne partie sur les référents handicap. Ce sont les pivots de cette organisation. Et c'est bien parce que nous en sommes convaincus, nous, à ETH, que nous avons formé près de 600 référents handicap en une dizaine d'années. Alors évidemment, 600, nous ne sommes pas tous autour de la table cet après-midi, tous ne sont plus en activité, mais on peut penser qu'on a encore à peu près 300 référents handicap qui sont aujourd'hui connus, actifs et qui exercent leur mission dans le périmètre de notre accord ETH. C'est déjà beaucoup, je pense que c'est une vraie satisfaction. Pour autant, quand on les regarde de plus près, leurs activités, elles sont très hétérogènes, très disparates. Certains, référents handicap, ont un rôle d'organisation de la mission handicap au niveau de toute leur association. D'autres sont des interlocuteurs de proximité dans les établissements pour les salariés reconnus travailleurs handicapés ou ceux qui sont fragilisés par un problème de santé. Il y a de la place pour tous au sein de notre accord ETH. L'accord, c'est bien eux, ces référents handicap, qui le portent, qui le font vivre sur le terrain. Et c'est à nous, association ETH, de vous donner, parce que je pense que cet après-midi, autour de votre écran, il y a beaucoup de référents handicap, de vous donner davantage d'outils, davantage de ressources pour mener vos missions et puis surtout vous mettre en lien les uns avec les autres. Alors pour ça, voilà, nous proposons cet après-midi ce webinaire, mais on vient aussi de lancer une enquête à destination des référents handicap, et puis on met en chantier une refonte de la formation, une relance de l'animation des référents handicap. C'est sûr, ce webinaire arrive à point nommé, et donc c'est le moment de s'arrêter d'un peu plus près sur votre rôle, sur le rôle et la mission des référents handicap. Marie-Laure, je vous passe donc très très vite la main pour que vous rentriez dans le vif du sujet avec tous vos invités. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Alors effectivement, j'ai la chance d'être très très bien entourée aujourd'hui, puisque je suis avec donc Sophie Corouble du CESAP qui va apporter son témoignage en tant que référent. Donc effectivement, hein, la loi a évolué là, au 1er janvier 2020, obligeant les structures de plus de 250 à nommer un référent handicap dans les structures, mais au ETH, comme vous l'avez fait remarquer, forme depuis plus de 10 ans des référents. Et Sophie Corouble est un témoin expert, puisque ça fait également un certain nombre d'années, mais vous allez me dire que vous êtes référent. Et puis je remercie aussi l'OPCO et particulièrement Laurent Barban qui est là à nos côtés pour apporter également son témoignage et la manière dont on peut collaborer, puisque vous commencez à le comprendre, vous l'avez déjà très bien compris, hein, ce qui est
attrait à la santé au travail, c'est avant tout une affaire collective. Et donc voilà, là on est ensemble pour voir comment ça s'organise très précisément. Tout ça sur le terrain. Alors première question, Sophie, pouvez-vous vous présenter et puis bien sûr présenter votre mission? Donc bonjour à tous, Sophie Courrouble, je suis cadre des ressources humaines dans une association qui s'appelle le CESAP, qui regroupe 1500 salariés donc du secteur médico-social, et donc nous sommes spécialisés, enfin nous sommes dans l'accueil des personnes en situation de polyhandicap, essentiellement sur la région Île-de-France. Moi je m'occupe plus particulièrement des établissements du Val-de-Marne, c'est-à-dire il y a 3 établissements sur le Val-de-Marne qui représentent environ 350 salariés, essentiellement du secteur éducatif, donc des AMP ou AES aujourd'hui, des aides-soignantes, des éducateurs et des services généraux également, maîtresses de maison et des équipes paramédicales. Voilà là, un peu notre secteur d'activité. Donc moi j'ai été formée en 2013 comme référente handicap via l'OETH. Donc ça fait maintenant 6 ou 7 ans que je suis formée. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, je suis très dans l'opérationnel et donc effectivement dans l'accompagnement des personnes qui sont en risque potentiel d'inaptitude ou qui sont en difficulté en lien avec leur santé, et donc le métier qu'ils occupent ou qu'ils occupaient et dans lequel ils sont actuellement en difficulté aujourd'hui. Voilà, donc c'est l'accompagnement dans un premier temps vers la reconnaissance qualifiée de travailleur handicapé, qui est le premier passage, et ensuite l'accompagnement qu'on peut faire auprès de ces personnes-là, donc en interne et avec des accompagnants et des aidants extérieurs, donc l'OETH en premier lieu évidemment, l'OPCO Santé, UNIFAF, ex-UNIFAF, et puis la médecine du travail, nos organismes de prévoyance, qui sont des accompagnateurs extrêmement présents et donc que je sollicite régulièrement dans les situations que l'on a à traiter. Pour cette introduction, quand on a préparé notre webinaire, enfin qui au départ était sous un autre format, parce que c'est une longue histoire, vous m'avez dit, hein, je vais vous citer, eh bien, le plus important c'est d'avoir une communication adaptée, et pour autant ce n'est pas simple. Alors quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez commencé votre mission de référence? Les difficultés, c'est de rentrer en contact avec le salarié, la première difficulté, et du coup ça implique un énorme travail en fait, mais du quotidien, qui est de rentrer et de donner confiance aux salariés pour qu'il y ait un échange qui soit posé et qui soit serein et qui aille assez loin parfois dans la sphère privée de la personne, sachant que je reste responsable des ressources humaines, donc j'ai aussi une casquette apparentée à la direction, et donc je ne peux pas non plus m'autoriser tout, mais avec ma casquette de référent handicap, c'est un travail d'échange et de communication qui est parfois long, mais voilà, qui nécessite du temps. À notre niveau, CESAP, comme je vous le disais tout à l'heure, on accueille des personnes en situation de handicap, de polyhandicap. Et le mot handicap, il est parfois compliqué à entendre pour les salariés. Et effectivement, mes premières erreurs, au tout début, quand j'étais référente handicap, je suis rentrée vraiment dans le vif du sujet, en parlant de RQTH, en parlant du mot handicap. Et j'ai vu les salariés en face avec une difficulté, en me disant attendez, moi je m'occupe de personnes en situation de handicap, et là vous êtes en train de me comparer. C'est quoi là? Donc j'ai dû changer mes phrases, j'ai changé mon vocabulaire, et notamment de parler de gêne dans le travail, de gêne permanent, de gêne physique dans le travail, et le mot handicap arrive très tard dans ma conversation. Donc voilà, des fois il faut un petit peu adapter son langage en fonction des salariés qu'on a en face de soi, mais voilà, c'est beaucoup d'échanges, mais la communication et la confiance est un des pions essentiels dans ce cadre-là. C'est vrai que vous parlez de l'importance des mots, et c'est un des sujets qu'on voit en formation référent handicap, et que chaque référent peut être amené à redialoguer sur cette thématique-là avec son conseiller OETH ou entre vous. Donc vous dites finalement, voilà, il faut arriver à rassurer le salarié, et puis à le sécuriser pour
pour laisser en fait un espace de parole qui soit serein et propice au développement de la situation. Alors je passe tout de suite à la deuxième question qui me... Ah oui, alors attendez, j'avais oublié ça. Oui, je reviens en arrière, excusez-moi, parce qu'on voulait un petit peu vos témoignages aussi à vous qui nous écoutez, qui êtes référents. Là, ce qu'on s'est dit finalement, donc voilà, il nous faut une communication adaptée pour pouvoir initier nos missions de référents. Il nous faut pouvoir rassurer, sécuriser et objectiver. Est-ce que vous, référents qui nous écoutez, vous avez d'autres expériences ou d'autres préconisations à faire dans vos rôles de référents? Vous pouvez alimenter la partie remarque et question, puis je vais alimenter moi-même le diaporama au fur et à mesure. Pendant ce temps-là, je laisse encore une fois la parole à Sophie pour qu'elle puisse nous répondre sur comment vous analysez finalement votre rôle au sein de l'établissement. En fait, le référent handicap, c'est vraiment, le mot est employé tout à l'heure, on est vraiment un pivot au cœur de ce dispositif. On se trouve effectivement à travailler avec la direction de l'établissement, la direction générale de l'association, ça c'est évidemment un point essentiel. Donc avec les équipes, avec les salariés directement, avec la médecine du travail, avec l'OETH, la CRAMIF, enfin tous les intervenants qui peuvent être importants sur cette question-là. Et donc il faut effectivement être en permanence ouverte sur tous les acteurs. Et effectivement, c'est hyper important aussi d'agir le plus tôt possible. Et parfois, malheureusement, on arrive un peu tard. Donc, c'est une des difficultés principales du référent handicap, c'est d'arriver à agir le plus tôt possible pour pouvoir effectivement mettre en place un certain nombre de choses qui sont disponibles. On a un certain nombre de facteurs et d'éléments qui sont disponibles à nous. Enfin, voilà. Et très souvent, on est malheureusement en bout de course. Et la situation ne peut pas être gérée. Donc c'est très important d'être alerté, d'être en alerte tout le temps, et ce rôle de pivot est extrêmement important, d'où effectivement l'importance et souvent le jumelage entre le référent handicap et le service des ressources humaines, qui reste ce pivot aussi dans l'établissement, dans l'entreprise, et qui me semble être voilà, très très lié pour le coup. Et on en parlait juste avant que le webinaire commence, où vous me disiez que vous étiez quand même convaincu qu'il faille qu'il y ait une ou plusieurs personnes qui fassent partie des ressources humaines pour obtenir son poste. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes convaincu de ça? Je prêche un petit peu pour ma paroisse parce que je suis responsable des ressources humaines, parce que mon métier des ressources humaines, c'est ça, c'est aussi ça. Je suis pivot avec la direction de l'établissement, avec les salariés, avec les IRP, on n'en a pas encore trop parlé, mais qui ont évidemment un rôle essentiel dans tout ce travail de communication avec les équipes. Et donc, d'ailleurs, c'est étonnant parce que RH, ressources humaines, référent handicap, c'est les mêmes initiales. Donc voilà, je suis parfaitement convaincue de l'importance, de l'intérêt en tout cas d'avoir une personne des ressources humaines, mais je sais que dans un certain nombre d'établissements, ce n'est pas forcément cette personne-là. C'est d'autant plus important qu'effectivement, ça peut déboucher vers des projets de formation notamment, et que les dispositifs de formation, les ressources humaines ont aussi cet avantage de les connaître et de les suivre et de les maîtriser. Et donc voilà, donc moi je suis assez convaincue du rapprochement ressources humaines et référent handicap. Toutefois, il peut y avoir des binômes et donc y avoir une personne ressources humaines et puis une personne des équipes, un IRP ou pas, mais souvent ça peut être un IRP qui soit du coup dans cette cellule de maintien dans l'emploi et des référents handicap. Des conseils d'OETH de se dire eh bien on va former un ou des référents au sein des ressources humaines et puis des ERP pour pouvoir
être les relais sur le terrain. Je voulais revenir justement sur ce que dit l'accord et sur ce que nous a dit Pierre-Marie en introduction. C'est un petit peu la déclinaison finalement de l'accord et le conseil général de l'ETH, c'est de se dire au niveau de l'organisation de la politique handicap, ce qu'on peut envisager, c'est un référent handicap de l'accord, donc qui va coordonner l'ensemble des interventions. Et donc, c'est peut-être plutôt le rôle d'un cadre RH, et puis avoir ensuite des relais handicap sur le terrain qui seront, comme le nom l'indique, réellement sur le terrain, et leur mission prioritaire seront d'informer et d'orienter les salariés, et ce peut être un rôle tenu également par les représentants du personnel. Le tout est de mettre d'accord ensemble au sein de l'institution. Alors, je fais un point sur l'heure, ça va, nous sommes dans les temps. Vous parliez à l'instant d'une situation de formation, donc c'est la transition parfaite pour poursuivre ce webinaire avec des illustrations d'exemples. Donc je vais vous laisser dérouler le fil de notre premier exemple. Voilà, je vous laisse y aller, je coupe mon micro. Donc, du coup, le premier exemple, il s'agit donc de la situation d'un salarié qu'on appellera Monsieur M, qui est donc un AMP investi dans son métier depuis une quinzaine d'années, très investi, et qui, par des problématiques importantes du dos, qui sont évidemment une des principales difficultés de santé de nos équipes, le dos et les épaules, donc se retrouve en fait en risque d'inaptitude important, et donc cette personne ne connaissait pas forcément le rôle du référent handicap, mais donc voyant ces différentes absences, je l'ai un peu questionné, je lui ai demandé simplement comment il allait, et il m'a donc expliqué sa situation. Et donc on s'est retrouvé effectivement face à une problématique en disant Monsieur M ne pourra pas reprendre son métier d'AMP tel qu'il le faisait actuellement. Pour autant, il a 40 ans, et donc il y a encore 25 ans de travail environ devant lui, donc il n'est pas question d'arrêter de travailler. Et donc, je lui ai parlé effectivement de la FQTH, je lui ai parlé de mon rôle de référent handicap, et on a convenu assez rapidement que pour lui, un bilan de reconversion professionnelle, même s'il avait déjà des idées un petit peu sur ce qu'il pourrait faire plus tard, on a validé qu'un bilan de reconversion professionnelle était sans doute la première étape importante pour lui du futur, de travailler sur son futur. Et ce bilan de reconversion professionnelle, donc le BRP, l'a convaincu et l'a dirigé vers cette formation d'éducateur spécialisé. Et du coup, là, mon rôle de référent handicap, qui est d'abord dans un premier temps l'échange, la communication, la réflexion avec le salarié, après passe à une partie un peu plus administrative de montage de dossier, en lien donc à la fois avec l'OETH et à la fois avec Opco Santé, qui du coup sont des partenaires hyper importants dans ce cadre-là, et qui sont les partenaires qui vont pouvoir évaluer si on peut monter un projet de formation, un financement de formation. Éducateur spécialisé, c'est pas rien, c'est 3 années de formation. Et donc, du coup, c'est là que, pour le coup, on a des sites des deux côtés qui sont hyper accessibles et assez simples pour aller chercher des informations. Donc ça permet dans un premier temps de voir ce qu'on peut faire. Ensuite, assez rapidement, on a des contacts téléphoniques des deux côtés. Et moi, j'ai la chance en tout cas d'avoir des référents des deux côtés qui répondent facilement, donc c'est hyper agréable. Et on arrive à monter un dossier. Ça prend un temps certain. Je pense que là, dans ce cas-là, on a mis une année à peu près. Une année pour monter ce dossier et obtenir donc un financement de formation d'éducateurs spécialisés. Donc là, c'était donc la rentrée en septembre 2019 et là, Monsieur M du coup rentre en deuxième année là prochainement. Il nous a appris qu'il voilà, était admis en deuxième année. Donc c'est voilà une belle satisfaction de voir que cette personne qui a 40 ans, qui a encore énormément de temps de travail devant elle,
va pas tomber en inaptitude, va pas quitter ce métier dans le secteur médico-social, du polyhandicap qui l'intéresse énormément, où il a fait toute sa carrière jusqu'à présent, et voilà, qui peut rebondir, et en tout cas, voilà, c'est un des exemples de reconversion. Pour ce témoignage, et justement, enfin, on va en revenir, on pourra en parler longtemps, mais ça a été possible parce que ce monsieur a fait sa démarche de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et donc là aussi, ça demande peut-être un certain temps. J'ai vu tout à l'heure dans vos interventions aux auditeurs une personne qui disait il ne faut pas oublier la notion du temps, vous avez complètement raison. C'est des étapes les unes après les autres qui peuvent, en fonction des personnes, en fonction des situations, prendre justement plus ou moins de temps et arriver à laisser ce temps-là aussi de maturation à la personne concernée, c'est important, et c'est tout l'enjeu du référent handicap, parce que voilà, ça a été aussi possible de par ce titre, et donc il a pu bénéficier de l'aide au ETH. Je vais laisser la parole à Laurent Barbon pour qu'il explique d'une manière plutôt technique, voilà, en quoi consiste cette aide-là, et puis après, on poursuivra, on a 2-3 questions pour vous encore. Laurent, vous nous entendez? Merci Marie-Laure. Donc Laurent Barbon, secrétaire régional pour l'Opco Santé en Ile-de-France. Donc vous l'avez souligné, l'étroite collaboration. Est-ce que vous m'entendez? Laurent Barbon, donc secrétaire régional pour l'Opco Santé en Ile-de-France. Est-ce que vous m'entendez bien du coup? Parce que j'ai quelques micro-coupures. Donc vous le soulignez, je pense que l'étroit partenariat que nous avons entre OETH, la structure et l'Opco Santé est vraiment extrêmement déterminant, je dirais, pour la bonne réussite de ce projet. Il faut savoir que nous accompagnons donc aujourd'hui des structures donc du monde de la santé, du social et du médico-social, notamment effectivement pour la branche associative, puisque nous avons un partenariat avec OETH sur la branche associative. Et nous traitons donc de façon prioritaire toutes les demandes de reconversion justement qui concernent ces publics RQTH. Dans chacune des délégations donc de l'Opco Santé, il y a un référent conseiller gestion financement donc qui prend de manière prioritaire donc en main les projets et qui assure donc je dirais vraiment le calcul financier, c'est-à-dire en prenant en compte non seulement le coût pédagogique de la formation, mais également les salaires et les frais annexes. Il y a vraiment une approche globale de la prise en charge de la formation, et l'idée c'est de pouvoir amener le collaborateur soit vers une nouvelle qualification, soit pourquoi pas vers ce qu'on appelle aussi une action professionnalisante. Ça, je dirais que c'est la structure et l'individu qui se mettent d'accord sur le résultat du bilan professionnel en quelque sorte. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est vrai qu'en général, on finance la totalité du coût pédagogique de la formation et on finance une bonne partie, voire parfois également la totalité des frais salariaux, c'est-à-dire que le restant à charge pour la structure reste quelque chose d'assez modique, et on répartit en général la charge sur plusieurs années de façon à ce que le plan de développement des compétences des autres collaborateurs ne soit pas impacté également, parce que c'est important aussi que cette politique handicap soit compatible, je dirais, avec la politique de développement des compétences que vous avez dans la structure, donc pour les autres collaborateurs. Donc, pour nous, ce sont vraiment des projets prioritaires, ce sont des projets qui bénéficient d'une vraie individualisation, et l'idée, c'est qu'on puisse accompagner donc le collaborateur jusqu'au bout de son projet professionnel.
que vous venez de dire est très intéressant et en effet capital, hein, c'est-à-dire que les fonds consacrés aux formations de reconversion professionnelle pour raisons de santé, l'objectif c'est effectivement que ça n'impacte pas vos CIFA et que vous puissiez continuer à développer vos projets de formation pour l'ensemble des salariés. Donc c'est en effet une donnée importante. J'ai vu passer une question de Claire, alors excusez-moi si j'écorche votre nom de famille, Kovalchi. Y a-t-il un regard sur la validation du projet du salarié qui souhaite faire une formation? L'OETH finance-t-elle un projet de formation si la personne n'a pas réalisé de bilan? Oui, on finance. Après, c'est vrai qu'on va alerter sur l'employeur, puisque c'est lui que nous avons en lien, ou le référent handicap, sur comment ce projet a-t-il abouti, d'où vient-il, est-ce qu'il y a une réflexion mûre pour celui-ci. Le bilan est conseillé quand c'est nécessaire, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a d'autres outils, tels que les encadrés par exemple de la CARFAT, on ne va pas les développer là, mais il peut y avoir d'autres chemins que le bilan. En tout cas, évidemment, on s'intéresse au contexte de la situation. Je vous ai vu frémir, Sophie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus peut-être? Attendez, je coupe mon micro, je voulais... Voilà, oui, non, simplement effectivement, en fait, en tant qu'employeur, on accompagne le salarié et même si c'est pas nous qui effectuons les bilans ou c'est pas nous qui imposons une formation, on a quand même effectivement un échange avec le salarié parce que ces formations elles peuvent être dans deux cadres en fait. Soit c'est une formation qui va faire partir le salarié vers d'autres fonctions, hein, d'autres établissements, voire même quitter le secteur. Soit c'est un projet qu'on a nous aussi dans l'établissement et on a par exemple un poste, etc. Et on perçoit que ce salarié peut correspondre tout à fait à ce poste, mais évidemment nécessite une formation, etc. Donc effectivement, nous on a toujours regardé les projets, on les a accompagnés, ce qui est aussi parfois un petit peu difficile pour nous parce qu'on est dans un secteur médico-social où l'AMP elle va dire tiens mais je vais aller faire moniteur éducateur ou je vais aller faire aide-soignante. On a des fois des champs qui sont un tout petit peu réduits dans notre première pensée. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir l'accompagnement de l'OETH, voire le bilan, ou d'autres organismes, comme vous le disiez, Marie-Laure, parce que effectivement, nous on va dire, voilà, l'AMP, c'est moniteur éducateur, c'est éducateur spécialisé, l'aide-soignante, elle va aller faire, on a des schémas qui sont des fois un petit peu réducteurs, et c'est pour ça, dans nos établissements, c'est important d'avoir les aides de l'OETH ou de l'OPCO Santé qui nous ouvrent parfois un petit peu notre champ qui est un peu plus difficile pour nous. Mais bien sûr qu'on regarde le projet du salarié pour que ça soit quelque chose en interne ou en externe après. Je conclue sur le sujet parce que je vois le temps qui défile, mais en effet, quand on pense formation de reconversion, en tout cas pour ETH, il s'agit d'une reconversion interne ou externe, comme vous le disiez, soit dans notre secteur ou pas, ça dépend vraiment de la situation, des appétences aussi du salarié, et puis de ses capacités restantes qui vont aiguiller la suite du parcours. Alors, on a eu beaucoup de chance parce que Monsieur M a échangé avec vous pour nous livrer son témoignage, donc ça c'est vraiment, je suis vraiment contente qu'on ait son témoignage. Je ne vais pas le lire pour des questions de temps, mais en tout cas voilà, il est à l'écran. Sachez que évidemment il y aura un replay qui vous sera transmis de ce webinaire, donc vous aurez tout le loisir de retrouver cet écrit et ce témoignage un peu plus tard dans le temps. Je vous propose qu'on passe tout de suite au deuxième exemple, donc qui sont des situations vécues, hein, je le rappelle, par vous, Sophie. Et là, voilà, comment on part d'une situation individuelle pour en faire un outil d'anticipation collective. Racontez-nous. Sur le secteur plus maîtresse de maison, agent de service, donc les maîtresses de maison sont des personnes qui s'occupent à la fois de l'hygiène, de l'entretien des locaux et puis de la préparation, de l'accompagnement des repas de nos usagers. Et donc qui également, un peu comme les AMP soignantes, ont souvent des problématiques des membres supérieurs, parce que des déplacements de chariots, d'utilisation de balais-brosses, etc., qui sont parfois pas toujours, qui sont parfois un peu lourdes, etc. Donc on s'est retrouvé effectivement avec une salariée qui elle était donc non pas avec une RQTH, mais en invalidité première catégorie, qui ouvre un champ équivalent au niveau des réflexions des aides que la RQTH.
Donc un passage à mi-temps dans notre établissement, mais néanmoins du coup une réflexion sur le matériel pour le coup. Et là on a travaillé non pas sur un accompagnement de formation, mais sur un accompagnement de matériel et de rachat de matériel, parce que des chariots un peu lourds, un balai brosse qui était aussi un peu compliqué à l'usage. Donc on a financé en fait là pour le coup du matériel qui donc premièrement a servi à 7 salariés, mais dont le bénéfice va à l'ensemble de l'équipe, qui du coup a un matériel un petit peu plus adapté, un peu moins lourd dans l'usage qu'avant. Et donc grâce à ces financements qu'on a pu avoir via toujours le ETH. En fait, ce qu'on retrouve, c'est-à-dire on est dans une situation pompier où on doit accompagner un salarié qui a une difficulté à un moment clé, et puis le fait d'avoir un référent, de pouvoir prendre le temps de se questionner, de travailler à plusieurs autour de la recherche d'une solution réaliste et réalisable va amener finalement à l'anticipation pour les collègues. Et puis, si on remonte encore un petit peu le curseur, comme vous le disiez tout à l'heure, on passe donc de l'urgence à l'anticipation, et ce qu'on voudrait arriver à terme, c'est à la prévention. Et donc là, évidemment, c'est là où notre partenaire Coron peut être intéressant, puisque c'est plus leur domaine de compétences, et c'est comme ça que peut s'articuler le travail des acteurs autour de la santé au travail. Merci pour ce deuxième exemple, Sophie. Une autre question pour vous, évidemment. Qui peut devenir référent handicap selon vous? Je sais pas complètement. Alors, on en a tout dit de parler tout à l'heure, et puis je voyais un petit peu les échanges, effectivement. Donc, je vous disais tout à l'heure que j'étais assez convaincue sur la fonction des ressources humaines pour devenir référent handicap, mais je pense, après, ça dépend effectivement de la taille des structures, mais un binôme qui est toujours intéressant, qui peut être donc avec des IRP, mais après avec un salarié qui est engagé, et donc avec la réforme aussi des IRP, et donc la mise en place des CSE dans les établissements, il y a des commissions de santé au travail aussi qui sont mises dans les établissements, qui sont mises en place. Donc ça peut être un élu ou un non élu, mais effectivement, en tant que cadre des ressources humaines, j'ai une petite casquette aussi apparentée de direction, donc parfois peut-être effectivement, j'ai vu la question tout à l'heure, certains salariés peuvent avoir un certain frein à venir me parler, à venir échanger avec moi sur certaines choses. Et du coup, en l'occurrence, à notre niveau, CESAP, on a formé en fait mon assistante RH, qui est aussi donc on a fait un binôme RH vraiment, mais du coup c'est mon assistante RH qui est aussi référente handicap et qui effectivement va avoir des échanges parfois un petit peu plus faciles du fait qu'elle est employée, donc elle n'a pas la casquette cadre de direction. Et donc effectivement un binôme peut être quelque chose d'intéressant dans un établissement. Bon, après je peux entendre que selon la taille de l'établissement c'est pas toujours évident, mais en tout cas voilà, moi je suis assez convaincue de l'importance d'avoir quelqu'un des ressources humaines et potentiellement avoir une deuxième personne qui soit peut-être un petit peu moins estampillé direction, qui fasse le binôme avec la personne des ressources humaines. Est-ce que vous m'entendez? J'ai eu un petit souci technique, mais apparemment ça n'a pas duré. Merci, merci de ce que vous êtes en train de témoigner. En effet, pour poursuivre sur l'expérience qu'a ETH et en particulier la mienne, par rapport aux échanges que je peux avoir avec différents référents handicap. Là, je vois des personnes qui se demandaient comment. C'est bon. Je vois des personnes qui s'interrogeaient sur la charge de travail. Alors effectivement, on a la chance quand on dit qu'on va être référent handicap de se dire que ce sont des missions. Donc à part certaines associations qui vont vraiment avoir une fiche de poste très définie, mais comme ce sont des missions qui arrivent au fil de l'eau, on peut aussi se dire voilà, quelles sont nos priorités, alors collectivement bien sûr en accord avec la direction, et être assez humble dans l'organisation de ces missions, commencer petitement et puis au fur et à mesure que le projet avance, les augmenter ou les déléguer, se les répartir avec d'autres référents.
Le binôme, j'en reviens, le binôme RH et RT est aussi intéressant dans la grande question, comment contacte-t-on les salariés pendant l'arrêt? Qu'est-ce qu'on fait pour ces salariés-là qui sont en arrêt long? Souvent, la réponse de l'employeur, c'est de dire, mais moi, je ne peux pas contacter mon salarié, je n'en ai pas le droit, donc on ne va pas débattre ici de la question parce qu'on n'a malheureusement pas le temps, mais le référent handicap, l'IRT, les deux peuvent être une réponse adaptée. Voilà, où en sommes-nous? On en est, voilà, qui peut devenir référent handicap? Je pense qu'on a fait le tour de la question. La direction a un rôle essentiel. De toute façon, c'est effectivement, non seulement je ne suis pas toute seule, mais j'ai non plus, j'ai pas un pouvoir de décision, de signature et d'engagement de fonds ou d'engagement au niveau des salariés. Donc la direction est complètement partie prenante, évidemment. Alors j'ai la chance d'être dans une association qui est très tournée vers la santé au travail et vers maintenant ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, la QVT. Alors c'est un élément que j'indique aux salariés quand je les reçois, c'est qu'on est dans un entretien confidentiel, le salarié et moi-même. Par contre, il y a forcément un certain nombre d'informations qui vont aller vers la direction. Mais ça, je le dis dès le départ, assez vite, pour dire, voilà, on échange entre nous, on prend un certain nombre on part sur des réflexions. Néanmoins, la direction, à un moment ou à un autre, va être associée. Alors, il y a des éléments que je ne vais pas forcément dire à la direction, mais globalement, voilà, je vais être assez ouverte vers la direction, mais l'important, c'est vraiment préciser aux salariés au départ cette situation. J'ai une casquette également sur la veille sociale, donc c'est un peu la même chose. C'est très important, voilà, de toujours expliquer aux salariés qu'à un moment ou à un autre, la direction va être mise dans la boucle, parce que c'est la décisionnaire. Je ne vais pas envoyer quelqu'un en formation ou en reconversion sans avoir l'accord de la direction. Pour le coup, moi, j'ai la chance d'avoir une direction d'établissement et une direction générale de l'association qui est très engagée dans ce domaine-là et donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps, je passe pas beaucoup de temps à convaincre quand il y a un projet d'engagement. Parfois d'ailleurs c'est la direction même qui m'apporte la situation d'un salarié en disant attention, ce salarié paraît en difficulté, peut-être que Sophie vous devriez le recevoir. Donc voilà, donc la direction est évidemment partie prenante et il faut qu'elle soit engagée dans le process de la santé au travail et plus globalement de la qualité de vie au travail aujourd'hui. Excusez-nous, alors pour vous raconter un petit peu les dessous du webinaire, on est en face de nous avec Sophie Corouble et on doit jouer avec le micro. Et bon voilà, c'est la première fois pour nous deux, donc c'est pas automatique, on se consulte beaucoup du regard. Alors, en appui de ce que vous venez de dire, en effet, hein, la direction doit être partie prenante. Alors, c'est peut-être une évidence dans certains cas, comme chez vous au CESAP. Hein, je rappelle que votre DRH a suivi aussi la formation référent handicap, ce qui lui a permis d'avoir le même niveau de connaissance que vous après, qui allait plus sur le terrain, de pouvoir aussi piloter, donner la direction, se dire voilà quelles sont nos priorités à nous en tant que structure. Est-ce que, alors là on parle beaucoup de maintien dans l'emploi, mais on verra là avant de se quitter avec Laurent Bardon, ça peut être aussi un moteur de recrutement, le référent handicap. Donc voilà, il y a des priorités en fonction des obligations puis des volontés de direction. Donc c'est mieux quand la direction est partie prenante, mais elle peut aussi, ça peut être aussi un sujet à travailler. Donc ça peut être un sujet, comment on va convaincre sa direction, quels outils on va mettre en avant, et ça OTH peut vous accompagner là-dessus à travailler un peu au corps la direction qui ne serait pas encore convaincue, ou alors qui le serait mais qui aurait du mal à voir comment on peut concrètement passer de l'idée à la mise en œuvre. Vous l'avez dit, hein, on parle du handicap au travail, qui est finalement un pan dans tout ce qui va être santé au travail. Et c'est là où j'ai envie de donner la parole donc à Laurent Bardon de l'OPCO, qui soutient l'OPCO des missions d'anticipation des risques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît, Laurent? Je suis toujours là en mode radio, j'espère que le son passe mieux que l'image. Donc on a vraiment inscrit dans notre offre de service auprès de nos adhérents donc une action de sensibilisation sur la prévention de l'usure professionnelle. Donc vous le disiez, et c'est vrai que
Nous animons régulièrement en collaboration avec Quorum, notamment des ateliers qui visent à élargir, je dirais, la cible potentielle du référent handicap, mais à convier des représentants d'autres directions ou de directions de site ou de DRH pour vraiment travailler ensemble sur voilà, une expression de la volonté et de la structure et comment on met en place un plan d'action, sachant que derrière, on a des financements, donc il y a bien entendu des financements ETH, on a des financements au titre des fonds mutualisés de branche, on l'a vu tout à l'heure, et on peut avoir aussi des financements publics, puisque les directs en fait en région sont extrêmement sensibles à ces notions d'anticipation. Donc je pense que la notion de réseau a vraiment tout son sens dans ce partenariat. Nous avons également, et je le précise, des conseillers qui sont spécialisés dans l'OPCO Santé pour recevoir des salariés et pour pouvoir les accompagner éventuellement. Ça peut être aussi une solution, je dirais, pour des personnes qui sont peut-être pas complètement en situation de confiance ou qui veulent un tiers justement pour pouvoir communiquer. C'est vrai que ça peut être un SAS également avant le passage par un bilan professionnel ou par un spécialiste. C'est vrai qu'on peut également assurer cette forme de conseil, je dirais, auprès des salariés en risque par rapport à l'usure professionnelle. Merci beaucoup. Je Oui. vous redonne. Oui. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste compléter cette question par un exemple très concret que j'ai vécu l'année dernière dans le cadre de la SPES, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, où donc OETH avait organisé une tournée à travers plusieurs établissements de France. Et donc l'objectif, c'était de sensibiliser les salariés au handicap au travail, et évidemment ces actions n'ont pu se mettre en place qu'avec l'accord des directions. Et donc l'accord des directions, c'est pas simplement oui vous pouvez y aller, c'est oui vous pouvez y aller et on s'organise comment. Parce que pendant ce temps-là, on a nos usagers qui ont besoin de nous, on a nos patients qui ont besoin de nous. Donc si les soignants sont en train d'aller tester des outils de sensibilisation, ben, qui s'occupe des personnes qui le nécessitent. Voilà, donc ça, réellement, une direction engagée, c'est pas que de la parole, ce sont aussi des actes, et donc ça veut dire aussi du travail, et c'est là tout l'intérêt aussi de convaincre sa direction, parce que voilà, ce ne sont pas que des mots. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on va, sauf si Sophie, avant de passer à la dernière thématique, est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose qui vous tenait à cœur dans votre rôle de référent? On a fait le oui, je sens que oui. Alors, attendez, je reviens un peu en arrière. Très intéressant les échanges, et puis je lis en même temps les questions de remarques, et effectivement je me retrouve beaucoup dans tout ce qui est évoqué, dans toutes les questions là, qui sont posées. Il y a beaucoup de questions, on n'a pas forcément pu répondre, mais qui sont effectivement très intéressantes sur, comme on disait, qui peut être référent handicap en fait. C'est une des grosses questions, je pense. Et donc il y a la question de la casquette RH, la casquette direction ou proche des salariés, etc. En tout cas, voilà, de bien dire qu'on est un pivot au milieu de plein d'acteurs, et qu'il y a énormément d'acteurs qui peuvent intervenir et nous aider dans ce rôle-là. Et on n'a pas beaucoup parlé, mais un petit peu quand même, mais la médecine du travail, enfin le service de santé au travail est extrêmement important. Il se trouve que nous, on a un médecin du travail aussi, ça fait 10 ans qu'il est notre médecin du travail et qui connaît par cœur nos établissements, qui m'appelle régulièrement. Et dès qu'il voit qu'il y a un salarié qui est en difficulté, c'est aussi un alerteur très important. Et donc, voilà, en tout cas, voilà, je voulais rajouter vraiment le service de santé au travail, qui est aussi un des pivots essentiels dans tout ça. Et les médecins du travail sont pas, je ne sais pas s'il y a des médecins du travail qui sont présents aujourd'hui, mais il y a des médecins du travail qui sont très ouverts. Moi, j'ai la chance d'être tombée sur un médecin du travail qui est très tourné vers ces questions-là, et c'est un pivot c'est un point d'appui très important également. En raison, en effet, de citer la médecine du travail enfin, avec qui
on fait et on doit faire. Vous dites, voilà, moi j'ai la chance, ça se passe bien, en effet, c'est pas le cas forcément partout, mais du coup, c'est la transition parfaite parce qu'il y a un autre acteur qui peut nous aider dans notre relation à la médecine du travail. Donc, il y a aussi le Cap emploi, qui est un acteur neutre et qui va intervenir à la demande du salarié, de l'employeur et de la médecine du travail, hein, lorsque les trois interlocuteurs sont d'accord. Et il peut aussi faire ce lien-là quand il est un petit peu détérioré ou en tout cas à travailler. Pourquoi je dis que c'est une transition parfaite? Parce qu'on va évoquer le Cap emploi, et d'ailleurs j'en profite pour les remercier, parce qu'on n'a pas encore fait le Cap emploi Paris. On va évoquer une autre facette du référent handicap qui est peut-être un tout petit peu moins visible et pour autant très importante, parce que le référent handicap, c'est en effet un acteur clé dans les situations de maintien dans l'emploi, mais il peut être aussi un ambassadeur du recrutement et accompagner au recrutement, alors quand j'ai accompagné, c'est un terme assez large, au recrutement de salariés bénéficiaires ou pas d'ailleurs, en tout cas il peut jouer un rôle. On va vous donner l'exemple de la POEC et pour cela je redonne la parole à Laurent. Merci Marie-Laure. L'OPCO Santé a également dans ses priorités l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés par tous les moyens. Et c'est vrai que nous avons aujourd'hui un dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi, donc la POE, qui peut tout à fait être un élément intéressant pour préparer des demandeurs d'emploi donc en situation de handicap à rejoindre des structures du social, du médico-social privées à but non lucratif. Et donc en Île-de-France, nous avons retenu, donc alors c'est une des priorités du conseil d'administration de l'OPCO Santé, c'est sur la fonction d'agent d'accueil. Nous lançons à partir du mois de septembre, alors il y a eu un petit décalage avec la crise sanitaire, mais nous avons sourcé environ 15 demandeurs d'emploi qui vont rentrer dans un parcours donc de formation de plus de 350 heures qui va normalement déboucher sur des emplois de chargés d'accueil dans des structures du médico-social en Île-de-France. Et il faut vraiment souligner le rôle tout à fait intéressant donc de partenariat, c'est-à-dire entre le sourcing qui est effectué par Cap emploi, entre les différents leviers de financement qui sont mis en œuvre, d'un côté Pôle emploi, de l'autre l'OPCO Santé, OETH également qui intervient sur le financement de la formation des tuteurs, et bien entendu les référents handicap des structures d'accueil qui vont, je dirais, recevoir ces stagiaires et les accompagner donc pendant 175 heures dans ce parcours-là. Donc c'est quand même une action tout à fait intéressante, je dirais, de tutorat, d'insertion, et qui sera, de notre point de vue, je pense qu'on peut parler au nom des partenaires, tout à fait déterminante pour la bonne intégration de ces demandeurs d'emploi. Donc là, on a un dispositif qu'on va expérimenter en Île-de-France et sur lequel on peut certainement bâtir des projets à venir également sur le territoire. Voilà, pour en effet compléter ce que vous venez d'expliquer, en effet, c'est un partenariat avec ces trois acteurs, et donc pour ETH, on a aussi sensibilisé les tuteurs, dont certains en effet sont référents handicap, à l'accueil de stagiaires bénéficiaires d'un titre. L'idée aussi est de sensibiliser les formateurs qui vont les suivre à ce sujet. Donc il y a vraiment, comme vous disiez, un accompagnement pluridisciplinaire qui est vraiment au bénéfice de la personne stagiaire, mais aussi du coup de l'équipe qui va la recevoir. Et donc là, on est sur plutôt l'idée de communiquer différemment autour du handicap au travail. C'est une autre façon d'envisager le handicap au travail, et c'est aussi un exemple de preuve par l'exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment un salarié, un stagiaire reconnu travailleur handicapé, de quelle manière il va pouvoir prendre sa place, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en œuvre, comment
comment ça s'organise autour du collectif. Donc c'est une autre facette d'une des missions du référent handicap. Alors, on arrive, je pense, sur la fin du temps ensemble. Il nous reste quelques questions. J'en ai vu une qui était comment nommer un référent handicap. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une recette miracle? Je ne sais pas. Ça peut être à la fois porté encore une fois par la direction qui va faire un appel au volontariat. On a vu ça dans plusieurs structures OTH. Ça peut être une direction qui va proposer à un ou deux salariés, alors que ce soit des RH ou plutôt des IRP. Ça peut venir aussi dans l'autre sens, donc plutôt des salariés de la structure qui vont proposer leur candidature. Il n'y a pas de règles prédéfinies. Est-ce que vous voulez nous dire, Sophie, comment vous, ça s'est fait pour, à notre niveau, en fait, votre candidature en tant que... C'est parti de notre direction générale. Et du coup, je pense que Marie-Laure... Du coup, voilà. Je m'entendais en double en fait. Du coup voilà, donc c'est vraiment partie de notre direction générale qui était très acteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre DRH de la direction générale a suivi en même temps que moi la formation. Bon, il se trouve que moi je m'occupe, je suis responsable RH de 3 établissements et en fait on a du coup imaginé, on a saucissonné en fait l'association avec une dizaine de référents handicap. Donc certains de mes collègues référents handicap se retrouvent référents handicap d'autres établissements plus petits, dans lesquels ils ne travaillent pas forcément. Mais voilà, le choix du CESAP a été d'estimer que par rapport à 1500 salariés, en fait, on avait besoin d'une dizaine de référents handicap. Donc c'est vraiment sur proposition de la direction générale et sur la base du volontariat, du coup de la base du volontariat derrière. On n'a pas eu d'obligation, mais en fait en même temps on était assez convaincus de ça, donc de ce rôle important et du coup c'était, je pense, pour la direction générale assez facile de nous convaincre, mais c'est parti en l'occurrence de notre côté de la direction. Merci Sophie. Alors oui, je suis en train de vouloir répondre en même temps à une question qui va dans le même sens, qui est de savoir est-ce qu'on peut nommer 2 référents handicap sur la même structure. Donc là, vous avez répondu par votre exemple, mais je vais vous en donner un autre. Il y a une structure qui a décidé de nommer 2 référents handicap dans leur organisation. Donc il y a des salariés qui travaillent de jour et des salariés qui travaillent de nuit. Donc afin que l'ensemble des salariés puissent être orientés, informés, comme on le disait en introduction là, avec ce que peut être un référent handicap terrain, et bien, ils ont décidé de former un référent qui sera plutôt sur les équipes de jour et un référent qui sera plutôt sur les équipes de nuit. Donc ça, c'est une autre forme d'organisation. Ce que je cherche à vous dire en vous donnant ce deuxième exemple, c'est de dire finalement, il n'y a pas une façon d'être référent handicap, il n'y a pas un nombre prédéfini, et avant tout une organisation collective, une réflexion collective qui va amener un projet qui va être porté par la direction, mais aussi par les salariés donc, et par les IRT pour se dire, au vu de notre organisation, au vu de l'endroit où nous sommes, au vu des besoins, qu'est-ce qui nous paraît le plus pertinent? Comment on peut s'organiser pour que ce soit le plus efficace possible pour cette question-là? L'autre petit point de vigilance qu'on peut se dire aussi, c'est que finalement le référent handicap, c'est pas quelqu'un qui est statique dans sa réflexion. Hein. Vous évoluez aussi avec les situations des salariés qui sont uniques à chaque fois. Donc l'organisation peut être aussi amenée à évoluer. Là, vous l'avez dit tout à l'heure, finalement vous avez formé une de vos collègues qui est référente handicap, mais il y a 3 ans, c'était pas le cas, donc ça prouve bien que le besoin a évolué. Et voilà, donc c'est aussi avoir cette capacité à réinterroger régulièrement son organisation. Est-ce qu'elle est toujours pertinente pour nos salariés? Est-ce qu'on peut s'améliorer et de quelle façon? Qu'est-ce qui me reste à vous dire? Ah oui, combien de temps dure la formation référent handicap? Alors, en effet, c'est un sujet quand même important. La formation référent handicap, elle est prise en charge par OTH pour les coûts pédagogiques et les frais annexes à hauteur de 500 €. Elle dure actuellement 2 jours consécutifs, voilà. Et donc, elle est, alors jusqu'à présent, elle était en présentiel et l'objectif, c'est de couvrir l'ensemble du territoire national. Donc, on tourne avec mes collègues qui sont aussi conseillers sur les différentes villes de France et de Navarre. Mais là, du fait de
de la crise sanitaire, on s'est lancé dans quelque chose dont on avait déjà un petit peu l'idée, c'est-à-dire de faire des formations à distance. Voilà, ça s'est bien passé pour les premières personnes formées. Donc, il y aura peut-être une offre qui va évoluer aussi dans ce sens-là, peut-être une combinaison des deux. Je ne sais pas, c'est en réflexion au sein d'OETH. Voilà, écoutez, on est dans les temps, chose assez incroyable. On a tenu 1 heure, donc eh bien, il me reste évidemment à vous donner les contacts. Je vous le redis, tout ça vous sera redonné sous forme du replay aujourd'hui ou demain en fonction du moment où on aura le replay. On est à votre disposition. Vous avez les contacts juste là. Et puis bien sûr, je remercie Corum pour son soutien et je remercie très chaleureusement Sophie pour ses nombreux témoignages et puis Laurent également, évidemment, pour ses apports très précieux. Voilà, bonne journée à tous, merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.